33 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud fait face à ses propres démons. Hier, terre d'accueil et de liberté, portée à bout de bras par la solidarité de tout un continent, la nation arc-en-ciel est devenue le théâtre d'une afrophobie ignoble où le migrant noir est érigé en bouc émissaire de la crise sociale. Du mouvement Opération Doudoula à Johannesburg jusqu'aux résurgences de la chasse aux étrangers au Gabon, le forum de ce dimanche 5 juillet 2026 brise l'omerta sur un poison continental entre amnésie historique, silence coupable des chefs d'État et manipulation politique. Nous irons au-delà du simple fait divers pour poser la question qui fâche. Le rêve d'une Afrique unie et le projet panafricaniste sont-ils en train de mourir au pied des frontières identitaires? Pour en parler, nous avons au plateau aujourd'hui Didier Noureddine Lawou. Cher ami, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à tous et nous espérons qu'à travers ce thème, nous ferons un débat enrichissant. Didier est journaliste. Il dirige la structure Africa Development Roger Africa Dev, spécialiste en communication pour un changement de comportement social. Avec lui, l'homme qui ne bouge pas, qui a bougé un peu et qui est revenu. Excellence Ogoyou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Noureddine et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est aujourd'hui un dimanche comme un autre, donc nous sommes là. Oui, mais donc après un petit déplacement. Oui, après, ce n'est pas un petit déplacement, c'est plutôt un grand déplacement, parce qu'un déplacement, pour être très grand, ce n'est pas la distance. Je n'avais pas besoin de voler de Lomé à Vladivostok, mais de voler de Lomé à un objectif sérieux. Et l'objectif sérieux, c'était quoi? C'était pour le lancement des activités de l'IPN, l'Institut des peuples noirs, Farafina, à Ouagadougou, où, disons, pour la première fois, nous nous sommes assis, les membres, les 13, et nous sommes assis pour nous pencher sur ce que c'est que l'IPN Farafina et quels en sont les objectifs. C'est un chantier immense. J'espère que New World, avec le forum de la semaine, nous donnera une fois l'occasion, si possible avec d'autres invités de l'IPN Farafina, pour que nous en parlions, parce que le premier travail à faire justement, c'est d'informer et de sensibiliser les Africains pour qu'ils sortent de leur ghetto mental. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer le camarade président Ibrahim Traoré en personne. Oui, bien sûr, ça n'allait quand même pas rater. Parce qu'il est le porte-flambeau de l'IPN Farafina. C'est vrai, l'IPN existait, mais comme vous l'avez dit, c'est une question de leadership. S'il n'y a pas des leaders capables de porter le message, c'est un message très fort, un message puissant. Si vous n'avez pas des leaders eux-mêmes forts et puissants pour transporter ce message, on est devant des abandons. Donc l'idée existait, abandonnée, et je crois que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a rallumé la flamme et nous avons eu l'occasion de le rencontrer effectivement. Et il nous a donné des conseils. D'ailleurs, c'est avec ces explications que j'ai encore mieux compris le travail auquel nous sommes appelés. Je disais la dernière fois dans une émission sur la RTB, la télévision burkinabé, que cela ressemble aux 12 travaux d'Hercule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire, énormément à faire. Donc les 12 travaux d'Hercule, il fallait donc un homme énergique, un homme volontaire, un Africain engagé, comme le camarade président Ibrahim Traoré, pour pouvoir avoir le courage de relancer l'IPN Farafina. En tout cas, les 12 travaux d'Hercule, notamment nettoyer l'écurie d'Ogias. Oui, les travaux d'Hercule, il y en a beaucoup, ils sont 12. Oui. Bon, en fait, il y avait un 13e qu'on n'a jamais cité. Je te fais l'économie de la 13e œuvre d'Hercule, mais les 12 déjà, c'est suffisant. Voilà. Merci. Alors, nous aurons l'occasion. Terrasser le lion d'Ennemé, c'est presque déjà fait. Nous aurons l'occasion le lion d'Ennemé est déjà terrassé. Je retiens que c'est un vaste chantier. Oui, c'est un très vaste chantier et cela concerne tout le monde. Alors. Nous tous, nous sommes appelés à agir dans le sens du réveil de l'Africain. L'Africain est tout. Je disais, l'Africain est tout, l'Africain peut tout. Tout le monde connaît l'Africain, on connaît ses capacités, mais l'Africain, malheureusement, lui-même ne se connaît pas. Alors, il se piétine lui-même, puisqu'on est venu d'ailleurs pour en parler, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. L'Africain se piétine lui-même et naturellement, les autres en profitent pour le piétiner encore plus joyeusement. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce cas précis plus longuement.
Maintenant, revenons à nos moutons sud-africains. Oui, La honteuse chasse aux Noirs, c'est le thème et vous êtes invité à animer cette émission avec nous. Plus 228 96 08 43 43, c'est le contact WhatsApp pour nous écrire. Rien que des messages. Et vous pouvez d'ailleurs commenter cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Commentez abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Maintenant, le premier chapitre, les racines, les mythes et les réalités économiques, mais d'abord les faits. Didier Alou, des groupes d'individus armés de gourdins, de machettes ou de barres, des barres de fer défilant dans les townships en Afrique du Sud, des attroupements hostiles harcelant des passants sur leur seule apparence physique, leur accent ou leur maîtrise approximative des langues locales, ces mouvements de foule débouchant parfois sur des lynchages publics d'une extrême violence au milieu des axes routiers. Quelles sont vos premières réactions sur ces scènes, on va dire, surréalistes? Êtes-vous attristé, choqué, déçu ou scandalisé? Le tout en même temps. Parce que cela n'aurait pu jamais avoir lieu au pays de Nelson Mandela. Là, nous sommes en Afrique du Sud et ce qui a été présenté comme mouvement anti-migrant, normalement ça, en principe, s'il faut travailler sur les immigrants, la régularité de l'immigration, je crois quand même que c'est un travail qui revient en principe dans tous les pays à la police. Ce n'est pas aux habitants de se lever, de se munir de gourdins pour aller pourchasser donc, des Africains noirs comme eux et les accuser de tous les torts, de tous les maux dont ils ne sont vraiment pas responsables. Je pense que c'est une situation vraiment déplorable. C'est à la limite, c'est tout à fait condamnable. Mais le plus grave ici, ce n'est pas seulement l'acte, c'est le silence coupable des institutions et des pays africains sur ce qui s'est passé cette semaine en Afrique du Sud, qui est tout simplement aberrant. Et je crois que ce genre de choses ne devrait pas se tenir sur notre continent. Et c'est malheureux de constater que les seuls peuples qui sont ainsi traités, c'est vraiment les Africains. Et très malheureusement, le mauvais traitement réservé aux Africains en situation d'immigration ne se déroule pas seulement sur les autres continents. Ça se passe également sur notre continent africain. Et c'est là toute l'aberration de la chose. Excellence Sogoyou Kegewe, êtes-vous également scandalisé par ces scènes de violence contre les Noirs, les étrangers? Est-ce que c'est simplement scandalisé? Scandalisé est trop faible comme mot. Je ne sais pas, hein, si on trouvait un bon professeur de français, il nous dirait un mot plus fort que scandalisé devant ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais, Gilles, vous savez, chez nous, chez moi, il y a les griots. Un griot a le droit, par exemple, d'insulter le chef. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'insulter, de lui dire certaines vérités qui ne sont pas agréables à entendre. Mais avant de le faire au chef, il se dénonce lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il dénonce ses défauts, ce qui lui donne le droit de dénoncer les défauts d'autrui. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Ouest-Africains, oui, c'est agréable d'aller se scandaliser devant ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui ou ce qui s'est passé au Gabon hier. Mais reconnaissons humblement, tout au honte but, que c'est nous, les Ouest-Africains, qui avons initié la chasse aux gens compte tenu de leur pays. Qui oublie le Ghana du temps de ce tristement célèbre président Bouzia? Tu sais ce qu'on a fait aux gens, aux étrangers, au Ghana? Mais c'est terrible. Et qui étaient ces étrangers? Mais attends, c'était des Togolais, des Ivoiriens, des Nigérians. Ils ne sont pas venus de loin. C'est soi-disant étrangers que le régime Bouzia a lynché au Ghana. Il y a eu également le Nigeria de Shehu Shagari. Laisse-moi, j'en viens là, justement, la réponse du berger à la bergère. Après le Nigeria aussi, quand lui s'est enrichi avec son pétrole et que tout le monde dans la région, dans la sous-région se précipitait là-bas pour faire son beurre,
le Nigeria aussi s'est mis à chasser les Ghanéens, ce qui était encore plus scandaleux que ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, on ne va pas montrer l'Afrique du Sud du doigt et le Gabon, ou le Gabon du doigt et parler. Non, nous les Ouest-Africains, nous sommes les spécialistes de ces horreurs, de ces scandales. C'est parce qu'en leur temps, on ne les avait pas dénoncés. Ni l'Union africaine, ni l'ONU, ni les droits de l'homme, ni vos fameux CPI où les gens vont se bronzer et s'enrichir, rien que pour maltraiter les Noirs. Ils n'ont rien dit. Si en ce moment il y avait eu des réactions nationales et internationales sérieuses, aucun autre pays n'aurait osé recommencer les mêmes scènes d'horreur. Mais aujourd'hui, ça recommence. Pourquoi? Parce que bon, les autres ont fait ça, ils n'ont rien risqué. Ils n'ont absolument rien risqué. Vous parliez ici de la police, Didier. Mais moi, j'ai vu en Afrique du Sud, hisser sur un camion, un véhicule de police, qu'un des tontons Macoute parlait, haranguait les foules contre les étrangers sur un véhicule de police. Donc, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est ce qui se passe en fait dans tous les pays. Et aux États-Unis, le fameux ICE, chargé d'organiser la chasse à l'homme, des ouvriers agricoles dans les champs, on te prend, allez, au moins aux choses, en Afrique du Sud, on a donné jusqu'au 30 juin, aux États-Unis, on te ramasse sur le chemin de l'école, tu vas chercher ton enfant à l'école, on t'embarque, on te fout dans un avion, on ne te renvoie même pas chez toi. Tu t'imagines, on a envoyé des Colombiens, des Syriens jusqu'en Centrafrique ou ailleurs, je ne sais pas, en Afrique. En RDC. En RDC. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas regarder seulement l'Afrique du Sud. Le problème vient d'où? Le problème vient des complications des situations économiques. Les Américains ont cru que c'est les étrangers qui bouffent leur pain et ils les ont chassés. Ils se rendent compte que bon, il n'y a personne pour récolter les tomates, il n'y a personne pour récolter les pastèques, il n'y a personne pour faire tel ou tel métier. Et aujourd'hui déjà, les Sud-Africains sont tombés dans le même travers. Les Sud-Africains, tu les vois, ils sont ventrus gros comme des cochons. Hein, et ils chassent les étrangers parce qu'ils sont dans les villes à manger gratuitement, mais ils ne se sont pas mis à la place des paysans, des fermiers producteurs, chez qui ces étrangers-là travaillaient pour faire vivre le pays. Déjà, les agriculteurs en Afrique du Sud ont des problèmes. Et ils disent on prend leur travail. Mais ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas travailler, excusez-moi. On parle de 30% de chômage en Afrique du Sud. Mais depuis qu'on a chassé, des dizaines de milliers d'étrangers sont partis. Je n'ai pas appris que les Sud-Africains se sont précipités sur les chantiers pour transporter les briques, faire du béton, hein, récolter les fruits dans les champs, labourer avec un tracteur. Non, je n'ai pas appris ça. Donc, dès qu'un pays a des problèmes économiques, l'exutoire, c'est l'étranger. Donc, ce n'est pas une spécialité de l'Afrique du Sud. Les États-Unis sont en train de faire ça à l'heure où nous parlons. Mais personne n'en parle parce que eux, c'est les États-Unis. Eux, c'est les Blancs. Mais entre nous, les Noirs, on se lynche, on se tabasse, on se boxe. Ce que l'Afrique du Sud fait. Mais les politiciens ne disent rien. Pourquoi? J'ai posé la question, on me dit, pour des raisons électorales. Mais on va revenir sur le silence et des politiques et de la communauté dite internationale. Mais d'abord, quand on parle de xénophobie, c'est la haine de l'étranger, mais ce qui se passe en Afrique du Sud mérite qu'on apporte des nuances, qui est un nouveau concept qui a été inventé, l'afrophobie. Didier, pourquoi le rejet des étrangers cible-t-il quasiment exclusivement les populations noires, les Africains, tandis que les expatriés occidentaux ou asiatiques restent largement épargnés par le phénomène? Oui, il y a d'abord les raisons, elles sont nombreuses à mon avis. Il y a la raison économique que l'ambassadeur évoquait tout à l'heure. Et il y a aussi la démission des pouvoirs publics qui n'ont pas pu faire face, n'est-ce pas, à la structuration du pays en matière de services sociaux de base. Parce qu'on dit qu'en Afrique du Sud, il y a des tensions, par exemple, dans les hôpitaux et que tout ceci serait et que les migrants seraient la cause de tout ceci. Ce qui est totalement discutable. Les Noirs sont les plus ciblés. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, l'Afrique du Sud, il faut le reconnaître, c'est vraiment l'une des meilleures destinations en matière d'immigration intra-africaine sur le continent. Quand vous prenez 20 habitants, en Afrique du Sud, vous avez un qui est un migrant. Et l'Afrique du Sud, même s'il accueille beaucoup de migrants, il n'est pas en tête de liste des pays où
l'immigration intra-africaine est très forte. Vous prenez par exemple un pays comme la Guinée équatoriale, vous prenez un pays comme le Gabon et même la Côte d'Ivoire à côté. Voilà. Donc c'est vraiment des pays qui accueillent beaucoup de migrants, mais le risque et les réactions des autochtones n'est pas, le risque de s'en prendre aux migrants et des autochtones n'est pas vraiment le même. Mais le problème, il est le même partout parce que les migrants, quand ils se présentent dans un pays, c'est eux qui acceptent de prendre les petits boulots. C'est eux qui acceptent de prendre les tâches qui paraissent dérisoires auprès donc des nationaux. Et il y a d'abord ce fait. Ensuite, les autres communautés, quand vous prenez la communauté asiatique ou occidentale, c'est des communautés qui sont perçues par les Sud-Africains comme étant des investisseurs. Parce que ceux-ci, quand ils arrivent, c'est vraiment pour créer des grandes sociétés, pour créer des grosses boîtes et qui créent des emplois. Alors que ici, les migrants noirs, eux, c'est des gens qui viennent, qui sont dans le petit commerce, qui sont généralement dans les stands, dans les commerces de fortune et qui acceptent également d'aller dans l'agriculture, dans les mines. Ce sont vraiment des secteurs donc, avec vraiment des travaux qui sont très rudes. Bon, pendant ce temps, en Afrique du Sud, il y a aussi un autre problème. Même si l'Afrique du Sud représente une terre d'opportunité, le pays n'a pas eu le temps de bien se structurer. L'Afrique du Sud n'échappe pas à une réalité criarde sur le terrain qui est que nous formons vraiment des main-d'œuvre qui ne sont pas adaptées aux besoins de nos pays. Donc, les systèmes éducatifs que nous avons hérités. Le noir sud-africain a été longtemps privé de l'école. Il y a ça, vous voyez par exemple. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les vestiges, si vous voulez, psychologiques de la période de l'apartheid pour le cas des Sud-Africains. J'ai vu une vidéo circuler où le président Thomas Sankara disait qu'en réalité, il était surpris qu'en Afrique du Sud, quand ils arrivaient en Afrique du Sud en avion, que les Sud-Africains les voyaient comme des gens osés et d'un égoïsme vraiment déplacé. Parce que simplement, les traitements qui leur étaient réservés sont les mêmes traitements qui sont réservés aux Blancs, aux Occidentaux, et que les Sud-Africains voyaient ça très mal. Tout ceci, c'est vraiment le conditionnement, c'est le résultat du conditionnement que l'apartheid a eu, l'effet que l'apartheid a eu. Donc, on voit le frère noir plus comme une menace, et on voit le blanc et l'asiatique comme vraiment... Alors que ce frère noir on les voit comme des gens bien. A plutôt aidé les Sud-Africains à sortir de l'apartheid. C'est un chapitre sur lequel on va revenir. Mais le temps de creuser l'affaire du bouc émissaire économique, finalement. Excellence, vous l'avez dit, le taux de chômage en Afrique du Sud est élevé. Les chiffres parlent de 30%. Il y a des inégalités criardes. Post-apartheid, la faillite des services publics. Mais est-ce que c'est le migrant, le noir, qui est responsable de ces faits? Non, mais il faut chercher, il faut trouver un responsable. Hein? Il faut trouver un responsable. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut toujours trouver quelqu'un. Et ce n'est pas nécessairement... C'est autant dans l'Allemagne nazie. Tous les problèmes, c'était qui? C'était les Juifs. Mais les Juifs avaient fait quoi? Mais il fallait trouver un responsable. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les responsables de ce qui ne va pas, c'est qui? C'est les Noirs venus des autres pays africains. Mais je voulais insister sur les choses. Pourquoi on tape si facilement sur les Noirs? Parce qu'aucun Noir n'est protégé. Nos ressortissants partent et il peut leur arriver 1000 misères. Personne ne les protège. Comment on peut oser? Les petits pays, ça passe. Mais frapper sur les gens comme le Nigeria. En Afrique, aujourd'hui, en fait, la première économie, c'est le Nigeria, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Alors, frapper sur les Nigériens, je trouve que c'est osé. Vous avez dit que les gens on voit les Blancs comme les investisseurs. Non, il y a de vrais investisseurs noirs en Afrique du Sud. Il y a des hommes d'affaires de haut niveau qui ont des banques, qui ont des raffineries, qui ont des choses incroyables en Afrique du Sud. Alors, tu t'imagines, tu es propriétaire d'une banque ou bien d'une raffinerie ou bien de n'importe quelle autre unité industrielle de haute valeur, on te rencontre dans la rue parce que ta tête ne ressemble pas à un Zoulou, on te tape et on te chasse. Donc, c'est parce qu'on sait qu'il n'y aura aucune réaction.
Ils ne peuvent pas oser taper un Indien. Ils ne peuvent pas oser toucher à un Chinois. Un Juif. Non, le Juif, là, il ne faut même pas rêver. C'est-à-dire que si c'est même dans le rêve qu'il a rêvé, qu'il a touché à un Juif, c'est la catastrophe déjà sur eux. Donc, ils ne peuvent pas rêver toucher à un Européen. Pourquoi on peut toucher facilement aux Noirs? La preuve, ils le font. Il n'y a aucune réaction. Est-ce que l'Union africaine s'est réunie? Des choses comme ça, une réunion extraordinaire devait être immédiate. Est-ce que quelqu'un est dérangé en fait? Personne n'est dérangé. Oui, mais le fait de s'en prendre aux Noirs, chasser les opérateurs économiques, ça ne va pas désarticuler davantage l'économie et faire souffrir. C'est de la démagogie politique. Les politiciens, l'actuel président, excusez-moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête, il veut certainement sa réélection et il est prêt à faire tabasser tous les Noirs étrangers pourvu que demain aux élections, la population vienne voter pour lui. Vous aviez parlé de l'école et du temps de l'apartheid, mais faisons attention, au moment de l'apartheid, les Blancs n'ont pas refusé aux Noirs d'aller à l'école. C'est plutôt les combattants noirs qui décourageaient les jeunes d'aller à l'école. Non, il faut plutôt combattre le blanc, les enfants sont dans la rue, ils cassent, ils pillent, ils brûlent. Des voix se sont levées pour les mettre en garde en disant que vous voulez reprendre le contrôle du pays demain. Comment pouvez-vous reprendre et gérer ce pays si vous n'envoyez pas les enfants à l'école? Mais personne ne les écoutait. L'indépendance est venue. Les profiteurs, ceux qui étaient malins, ont envoyé leurs enfants dans les écoles à l'étranger. Moi, je me rappelle, dans les années 80, en Allemagne, j'étais boursier d'une fondation, mais on était avec des enfants sud-africains. Aujourd'hui, je suis sûr que là-bas, c'est eux les leaders du pays, c'est eux qui dirigent le pays. Mais les autres qui étaient dans le quartier de Soweto, tous les jours, il faut sortir, il faut narguer la police, il faut jeter les cailloux, il faut piller. Mais c'est eux, justement, et leurs enfants qui, aujourd'hui, n'ayant ni diplôme, ni appris un métier, ils se retrouvent, on dit 30% de chômage. Mais si on sort de ces 30%, d'abord, ceux qui en réalité ne savent rien faire. 2, ceux qui savent faire mais ils sont paresseux, il restera à peine 5 ou 10% de vrais chômeurs en Afrique du Sud. Donc les autorités, les dirigeants doivent chercher une autre solution que de chercher la plus facile. Parce que si vous acceptez pour votre démagogie politique vos soucis de réélection, qu'on tape sur les étrangers. Quand on va finir de taper sur les étrangers, et ça a déjà commencé, les nationaux eux-mêmes vont commencer une discrimination entre eux. Les Zoulous disent aujourd'hui que le pays est à eux. Les Sosa, les Ndlébé, les Matabele, les machins, tout ce qui était là-bas, qui ont lutté ensemble pour que le pays soit libre. Mais les Zoulous disent, mais vous ne comptez pas. On va chasser les Ghanéens, les Nigérians, les Togolais, les Béninois, les Burkinabés, tout. Mais après, les Zoulous cherchent quelqu'un à chasser, ils ne trouvent personne. Ils trouvent un Sosa, ça dit que les gens de l'ethnie de Mandela, et ils le chassent. Voilà où l'Afrique du Sud va. Pour le moment, ça c'est rien. Maintenant, le deuxième axe de notre débat, le grand paradoxe historique. Didier, vous avez commencé par en parler. L'Afrique noire a été très solidaire dans la lutte contre l'apartheid. Moi, je me rappelle, quand on était au cours primaire, c'était écrit en grand au tableau, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Les gens ont été très solidaires pour la libération de Nelson Mandela, ensuite pour l'abolition de l'esclavage. Comment expliquer aujourd'hui une telle rupture générationnelle et mémorielle? Qu'est-ce qui explique cette amnésie collective finalement? Ont-ils oublié cette solidarité africaine? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'expliquer d'abord que ce qui se passe est aussi la preuve de la démission du gouvernement sud-africain et de son irresponsabilité criade. Si le gouvernement, parce qu'au lendemain, c'est-à-dire après l'abolition de l'apartheid, on avait promis aux Sud-Africains que lorsque les Noirs auront le pouvoir, que la population aurait accès aux ressources, etc., et qu'ils feraient bon vivre dans le pays. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il y a eu après ça un boom économique, surtout dans le domaine des minerais et des infrastructures, des banques et assurances, etc. Sauf que, à côté de ce boom-là, les Sud-Africains n'ont pas beaucoup travaillé sur la structuration de l'économie de leur pays, ce qui fait que le taux de chômage est à 30%, vous l'avez rappelé, c'est énorme. On parle de plus de 8 millions de chômeurs en Afrique du Sud, c'est énorme. Et donc, face à l'irresponsabilité du pouvoir de l'exécutif qui ne veut pas reconnaître son tort, eh bien, la précarité de la population est donc instrumentalisée et on veut faire croire aux Zoulous que, en fait, c'est les migrants qui sont là, c'est aux migrants que revient la faute.
ce qui est tout simplement honteux. Par rapport à la mémoire dont vous parlez, je pense que après l'abolition de la fin de l'apartheid, il y a un travail de sensibilisation, un travail d'éducation qui aurait pu suivre. Vous avez commencé à le dire, moi je me rappelle, il n'est pas seulement écrit que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Je me rappelle que nous, par exemple, à l'école primaire, je me rappelle qu'on avait consenti des cotisations. On avait apporté quelques pièces, 25 francs, 10 francs, par-ci, par-là. Et ça s'est passé dans plusieurs pays où on a pris cet argent-là pour venir en aide à la lutte des Noirs sud-africains. Donc l'Afrique, le reste du continent a été suffisamment solidaire, a été solidaire avec le peuple sud-africain. Donc si aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est que les gens n'ont pas vraiment travaillé sur la mémoire, sur l'historique, sur ce qui s'est passé. Et d'où, je crois, que l'Afrique du Sud a un travail à faire, et pas seulement l'Afrique du Sud, tout le continent a un travail à faire de mémoire, de sensibilisation et d'éducation. Parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas un fait qui est propre à l'Afrique du Sud. C'est quelque chose, c'est un mal qui mine tout notre continent. Donc le noir, l'Africain noir, on doit le remettre en confiance, on doit le sensibiliser pour qu'il comprenne. Moi, je suis toujours gêné de constater que il suffit juste de changer de pays, de traverser une frontière et tout de suite vous êtes qualifié d'étranger. Et en Afrique du Sud, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, le plus gros lot des migrants, c'est vraiment les pays qui entourent l'Afrique du Sud. Ce sont leurs voisins. C'est des gens qui traversent seulement quelques kilomètres pour venir à Johannesburg et on les traite d'étrangers. Donc je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très scandaleux et qu'il faut sensibiliser, il faut éduquer les gens à comprendre. Et les institutions qui gèrent le continent aussi doivent travailler de manière que l'Africain, il ne suffit pas pour lui de changer de frontière, de traverser une frontière pour qu'on le qualifie donc d'étranger. Il y a un travail à faire d'abord d'éducation, de mémoire, mais il y a aussi un travail de structuration institutionnelle que les grandes instances dirigeantes de l'Afrique doivent organiser. Excellence, doit-on chercher des psychologues au Sud-Africain ou alors votre institut, on doit le délocaliser en Afrique du Sud? Non, je crois que cela justifie davantage l'existence de l'IPN, l'Institut des peuples noirs. C'est-à-dire que faire prendre conscience aux Noirs que qui que nous soyons, nous sommes logés à la même enseigne. Tu crois que ce que les Sud-Africains font là, s'il y a un d'entre eux qui tombe aujourd'hui dans les pays racistes, en Occident ou en Asie, on va dire, bon, toi tu es Sud-Africain, donc tu n'es pas un Noir comme les autres, toi tu es différent. Non, un Noir, c'est un Noir. Donc, j'ai dit l'éducation. Il faut éduquer. Tout ce que nous rappelons, tout ce que les autres pays africains ont fait pour assurer la réussite, disons, la victoire des Sud-Africains sur l'apartheid. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Qui leur a raconté ça? Ils ne savent pas. J'ai vu ces jours-ci le président, je crois, c'est Thabo Mbeki, qui rappelait avec beaucoup d'émotion tout ce que un pays comme la Guinée a fait, du temps de Sékou Touré, a fait comme contribution pour l'indépendance de l'Afrique du Sud. Mais qui s'en souvient? Même les hommes politiques en Afrique du Sud, ils ne s'en souviennent pas. La preuve, quand Mandela est sorti de prison, il a fait le tour des pays inutiles, des pays même qui le torturaient, mais il n'est pas allé en Guinée. Donc il faut que les gens connaissent l'éducation. Donc je crois que des structures comme l'IPN, l'Institut des peuples noirs, doivent embrasser ce travail de sensibilisation. On ne peut pas aller dans tous les détails, mais qu'on fasse comprendre aux gens qu'à partir du moment où nous sommes noirs africains, nous sommes noirs africains et on doit s'épauler mutuellement. C'est un problème de sensibilisation parce que pour les pouvoirs publics, même ceux qui dirigent le pays, le problème se pose. Quand je prends l'exemple de l'arrestation de Kémy Séba, le leader de l'urgence panafricaniste qui a été envoyé en prison parce que son visa aurait expiré en tant qu'Africain, ce sont des choses qui me choquent. Non, on n'a pas... Mon opinion personnelle, excusez-moi, je peux me tromper, hein, on n'a pas arrêté Kémy Séba pour un problème de visa, c'est pour des problèmes politiques qui sont téléguidés. Le problème officiel... Oui, on connaît tout ça. C'est des problèmes politiques téléguidés, on sait ça. Donc, Kémy Séba, bon, heureusement, lui, il a une grande gueule. Il compte sur lui pour se défendre avec ses avocats, pour s'en sortir. Sinon, normalement, pour une histoire de visa,
on peut juste le lendemain le reconduire à une frontière. On dit, mais mon ami, tu quittes notre pays. Est-ce qu'on a besoin de le mettre en prison pour ça? Tu imagines aujourd'hui en Europe, si on prend les gens sans visa, tu sais combien d'Africains, d'Asiatiques, de choses iront en prison? C'est des milliers. Nous ne sommes pas tolérants envers nous-mêmes et nous demandons que les autres soient tolérants envers nous. Mais comment on explique ce paradoxe? J'ai dit que ce qui se passe en Afrique du Sud prouve que le noir n'est pas encore décolonisé dans sa tête. Ça prouve que l'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des noirs sud-africains. Tu t'imagines en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a des villes. Je crois qu'il y a une ville qu'on appelle Orania ou je ne sais quoi, machin. Une ville exclusivement blanche. Si tu n'es pas blanc, tu ne vas pas là-bas. En Afrique du Sud, hein, les Noirs n'ont pas le droit de mettre le pied dans l'Afrique du Sud qu'on prend pour une grande puissance, l'Afrique du Sud qui est indépendante, l'Afrique du Sud dont la voix porte. Mais il y a une structure comme ça dans ce pays. Pourquoi? En réalité, tu te rends compte que ces gens-là, ils respectent les Blancs, ils continuent de respecter, et le témoignage de Thomas Sankara le dit, ils continuent à respecter les Blancs plus que les Noirs, plus que eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, bon, c'est ça que vous appelez le syndrome de Stockholm, non? C'est-à-dire que adorer son tortionnaire. Oui. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, Gilles, ça se passe dans nos pays. Pourquoi les combattants de la liberté au Sahel ont des problèmes? Mais parce que dans la tête des gens, c'est encore le blanc qu'ils veulent. Et il y a parmi ces gens qui veulent le blanc, là, des gens qui se disent des intellectuels, des anciens ministres, des anciens journalistes, ils sont allés à l'école. Mais dans sa tête, ils n'imaginent pas quelqu'un d'autre dirigeant leur pays que des blancs. Mais pourquoi toi-même tu es allé à l'école si c'est pour que les blancs viennent diriger ton pays? Donc il faut faire très attention. Hein. Ce qui se passe en Afrique du Sud peut se passer partout. Hein. Le blanc n'est pas encore décolonisé dans sa tête. L'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des Noirs sud-africains. Et aujourd'hui, on tombe tous dans le larbinisme. On adore son tortionnaire. Comme dans le Sahel, on trouve encore des gens qui sont prêts à aller mourir pour permettre aux Européens de venir dominer leur pays. Vous tentez une belle perche pour aborder un autre chapitre. Le mal continental, avec le parallèle gabonais. Finalement, est-ce que la manipulation politique de la xénophobie devenu un outil de diversion pour les gouvernements en situation d'échec social? Mais bien sûr, en tout cas pour le cas sud-africain et même quelque part aussi le cas gabonais, on a vu ce qui s'est passé. Mais il y a un fait qui est passé. Avant, à la veille même des manifestations géantes anti-immigrants, vous avez vu que le président Cyril Ramaphosa a reçu les leaders de ces groupes-là, à la veille de ces manifestations honteuses. Le chef de l'État sud-africain les a reçus, ils ont posé, et les images ont circulé, les vidéos ont circulé. Donc ça veut dire que quelque part, ils cautionnent la chose. Non, tu prends trop de gants, c'est pas quelque part. Il les a appelés pour leur dire du courage, mes enfants, tenez bon, chassez-les tous. C'est tout. Pourquoi on fait semblant? Donc voilà, vous comprenez très bien. En sortant de chez le président, les manifestations auraient dû être annulées. Auraient dû être annulées. Mais ce n'est pas annulé. Ça veut dire que le président sud-africain lui-même, il instrumentalise, n'est-ce pas, cette xénophobie pour masquer son échec, l'échec total et cuisant de sa politique. Donc je pense que c'est vraiment c'est une perception, n'est-ce pas? Donc la xénophobie et le lynchage des Noirs dans ce pays, ça ne s'explique pas plusieurs causes. Donc l'instrumentalisation de l'échec patent du programme du gouvernement, et puis il y a aussi la perception des Noirs. Et le syndrome dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vraiment un syndrome qui sévit encore en Afrique du Sud où les Blancs sont toujours perçus comme vraiment une race supérieure. Donc l'apartheid n'est toujours pas fini dans la tête des Sud-Africains et c'est vraiment regrettable. Mais finalement, est-ce que les autres pays ne vont pas imposer des comportements de réciprocité? Les Sud-Africains qui sont ailleurs, est-ce qu'ils ne risquent pas à la longue d'être victimes de ce qui est imposé aux Noirs? Non, moi, je ne suis pas pour la réciprocité. Non, ce n'est pas une question d'être pour ou non, mais... Ce n'est pas parce que mon vis-à-vis pêche que je vais aller pêcher. Nous sommes dimanche, on a dit qu'il faut pardonner aux pêcheurs. C'est ce qu'on vous dit à l'église, non, hein, qu'il faut pardonner aux pêcheurs. Donc, ce n'est pas parce que toi tu pêches que je vais pêcher, parce que mon ami a pêché. Ce que l'Afrique du Sud fait, nous tous, nous sommes d'accord que c'est horrible.
Et nous n'allons pas demander aux autres pays de plonger dans l'horreur. Mais les autres pays, ils ont des populations éduquées. Je te dis que c'est l'analphabétisme et l'inéducation qui conduisent là où les Sud-Africains sont. Je te dis, ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Donc, quand on parle même des autres pays, on dit le Nigeria. Il rencontre le Nigeria, il les maltraite. Si celui qui maltraite le Nigeria, tu mets une carte, tu lui dis, montre-moi où est le Nigeria, il ne sait pas. Il se dit que peut-être c'est quelque part derrière le Japon. Donc, il faut éduquer les gens. Dans nos pays, nous, ici en Afrique de l'Ouest, nous sommes des populations très éduquées. Éduquées pas seulement dans le sens de l'école, mais éduquées dans nos milieux, disons, d'origine. Chaque peuple en Afrique de l'Ouest ici éduque ses enfants. Mais là-bas, l'éducation est nulle. Attends, il y a un viol toutes les secondes en Afrique du Sud. Il dit les étrangers. Est-ce que c'est les étrangers qui font ça? Quand les accusations de viol sont arrivées jusqu'au palais de la présidence, je n'ose pas dire le nom de qui que ce soit. Est-ce que c'est les Sud-Africains qui sont devenus présidents les Nigérians ou Ghanéens qui sont devenus présidents de l'Afrique du Sud et qui ont violé des femmes? Donc, dans un pays où on viole une femme toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, on ne peut pas parler d'étrangers, alors que les étrangers, ils sont combien proportionnellement? Ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Il faut être vraiment tous les 40 ou 50 millions de Sud-Africains pour faire ce travail de viol en masse et quotidien. Alors, donc, moi, j'ai dit ceci. Il n'y a pas de réciprocité. C'est vrai, au Ghana, au Nigeria, les gens étaient en colère. Ils ont chassé MTN, la compagnie de téléphonie. On n'a même pas besoin de les chasser. Moi, si j'étais le Ghanéen, le directeur de MTN, là, on le prend. On les met là. Tous les autres travailleurs MTN sud-africains au Ghana, on les chasse. Les Ghanéens qui viennent d'arriver là, je les prends, je les mets dans le bureau. Allez, tu veux ça ou bien tu fermes ta boutique, tu rentres chez toi. C'est tout. Il n'y a pas de réciprocité. Mais c'est juste une justice élémentaire. Maintenant, le silence des leaders et le péril panafricain, pour boucler cette première partie, Didier, pourquoi l'Union africaine et les chefs d'État du continent sont-ils si discrets ou diplomates face à la menace xénophobe en Afrique du Sud? Les institutions sur le continent africain ne sont pas habituées à prendre à bras le corps les problèmes sérieux. Elles sont toujours dans la distraction et s'occupent d'autres affaires plus politiques. Vous prenez une organisation comme la CEDEAO, par exemple, au lieu de s'occuper de l'intégration et de la libre circulation des biens et des personnes, et aussi de l'économie de la région. Vous voyez quel a été le rôle de cette CEDEAO pendant longtemps. Donc l'Afrique est toujours inapte et vit dans une ineptie complètement lorsqu'il s'agit de prendre des problèmes, de structurer vraiment le fonctionnement du continent. Nos institutions manquent de leadership. Je crois qu'ici, ce n'est pas la réciprocité qui est attendue. Ce qui est attendu, c'est vraiment que des voix se lèvent pour dénoncer d'abord. Parce que quand vous ne dénoncez pas, c'est comme si vous êtes complice de la chose. Donc, il faut d'abord des leaders qui donnent de la voix. Mais avez-vous déjà vu là où les Africains donnent de la voix? Aujourd'hui, il y a un phénomène. Il y a beaucoup d'immigrants africains qui vont dans les pays du Golfe, dans les pays arabiques là, qui sont transformés carrément en esclaves là-bas. Mais est-ce que vous avez vu une institution africaine se lever, un pays donner de la voix pour corriger ces genres de choses? Pourtant, des pays du Golfe, ces pays-là ont souvent des ambassades chez nous. Ils ont des opérateurs économiques. Personne ne les interpelle, personne n'attire l'attention sur ces genres de phénomènes. Donc je crois que en dehors de ça, il y a autre chose qu'il faut dénoncer, c'est vraiment l'attitude de nous Noirs face vraiment aux autres Noirs. Il y a ça. Il y a notre attitude aussi par rapport à nos frères qui avancent. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont stigmatisés et qui sont ciblés en Afrique du Sud, c'est généralement ces migrants-là qui sont venus s'installer et pour qui la vie a commencé par sourire. C'est cette réussite du noir venu d'ailleurs là qui n'est pas bien acceptée dans le mental des gens. Et ça là, vous allez dans n'importe quel pays africain, vous allez voir ça.
Il y a quelque chose qui m'a souvent qui a souvent attiré mon attention, c'est l'esclavage. C'est L'esclavage, la traite négrière. ouais. Rappelez-vous très bien que pour la traite négrière, ce ne sont pas les Occidentaux qui rentraient dans les villages pour attraper les Noirs. Ce sont les Noirs qui se faisaient la guerre entre eux, qui attrapaient ces Oui, prisonniers ça, de guerre. ça c'est un autre débat, un long débat. Non, non, Folie nous avait dit sur ce plateau la dernière fois que ce sont des fausses histoires. non, ce n'est pas de fausses histoires, mais c'est un autre débat. Même si c'est un autre débat, c'est quelque chose qui était bel et bien cautionné, entretenu par des Noirs. Oui. Donc l'attitude du Noir face et contre quoi? Des miroirs. Et contre quoi? Du whisky. Et contre quoi? Des fusils. Donc il y a un problème sur l'Africain. C'est-à-dire le comportement de l'Africain vis-à-vis de son frère africain quand il y a des intérêts qui sont en jeu. Nous avons le seul continent où vous voyez par exemple un seul individu a besoin de construire 50 maisons, a besoin de construire 50 villas, a besoin d'avoir, Oui, mais etc. si c'est son argent, il n'y a pas de problème. Non, C'est quand il vole qu'il y a problème. Justement, c'est là où il y a le problème. Parce qu'à force d'avoir 50, 60, 20 et 100 maisons, il n'est pas évident que tout se passe de manière clean. Quand vous prenez, parce que ceux-là, c'est qui pour la plupart? Ceux qui multiplient les maisons. La plupart, vous allez voir que c'est des hommes politiques. Mais un homme politique a quel salaire au juste Non, pour pouvoir... c'est un autre débat. Non, je sais que c'est un autre débat, mais tout ceci, les hommes politiques, tout ceci constitue, c'est-à-dire que le noir est fondamentalement égoïste et tout à fait porté vers ses propres intérêts, ses seuls intérêts, lorsque des intérêts sont en jeu, notamment l'argent et le pouvoir. Oui, les hommes politiques, Gilles, Oui, c'est comme vrai. vous avez dit, c'est un autre débat. Oui, non, sur lequel on va revenir. un mot. Oui, mais- C'est vrai que c'est très facile d'accuser les hommes politiques d'enrichissement illicite. Je suis d'accord d'ailleurs. Mais retenez qu'il y a des hommes politiques, avant d'être nommés directeurs, avant d'être nommés ministres, avant d'être élus présidents, ils étaient riches. Mais personne ne fait attention à ce détail. Donc c'est un autre débat, on le laisse et on passe à autre chose. Bon, je connais Maintenant- aussi des hommes politiques pauvres, hein. Sinon ils ne sont pas très loin de moi. J'en connais, moi aussi j'en connais. Ah bon. Homme politique mais très pauvre. Bon, ça ne fait rien, c'est pas un défaut aussi. Bon, Alors- revenu, vous avez dit l'Union africaine et machin. Tu sais, hier je suivais à la télévision sur les réseaux, le président sud-africain actuel, il est à Brazzaville, hein, il y a un sommet de machin à Brazzaville. Et j'écoute le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lui tresser des lauriers. L'amitié, c'est-à-dire que les discours diplomatiques creux, pompeux et creux d'habitude. Mais comment tu as devant toi le type qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire en Afrique du Sud? Vous ne voyez pas que c'est l'occasion au moins de lui dire un mot? Ce n'est pas lui manquer de respect que de lui dire que ce qui se passe n'est pas normal. Mais quand j'ai réfléchi... Peut-être que c'est dit dans les coulisses. Non, ouais, attends. Quand j'ai réfléchi, le pauvre Tshisekedi, 2 300 000 km², plus de 100 millions d'habitants, il n'a pas d'armée. C'est les Sud-Africains qui sont en train de l'aider à l'est du pays. Tu vois jusqu'où les Africains sont bêtes, ils sont tarés. Comment un pays comme ça ne peut pas avoir une armée pour se défendre et il a besoin de Sud-Africains? Bon. C'est pourquoi nous soutenons Mordicus, tous les pays qui ont compris que tout développement, toute initiative, tout vient de la sécurité, donc de l'armée. Et pour finir, vous dites les gens, mais le Burkina est toujours en avance sur nous tous. Il vient de décider que si tu veux aller étudier à l'étranger, même avec ton argent, tu dois te faire enregistrer. Pourquoi? Mais ça ne sert à rien, vous quittez, vous avez l'argent, vous envoyez vos enfants, et le jour où il a le moindre problème, l'ambassade ne nous aide pas. Mais les Français qui viennent ici, là, avant même qu'ils viennent, là, leur ambassade savent c'est qu'il est là. Parce qu'on a l'argent, on va, on ne rencontre pas personne, c'est mon argent, c'est mon enfant. Et quand ça pète maintenant, on accuse le gouvernement, on accuse l'ambassade. Désormais, il faut être enregistré avant de partir. Si dans tous les pays, on mettait cette discipline, dès que ce jeune-là, qui est enregistré en bonne et due forme dans son pays pour aller étudier à l'étranger, dès qu'on touche même un seul de ses cheveux, le pays-là doit se mettre debout.
Voilà. Pour boucler Mais cette est-ce première que nos partie, voix Didier, portent? Est-ce que les voix de nos pays portent? Ouais. C'est ça aussi Oui, les pays, problème. oui, il y a des pays dont les voix commencent à porter aujourd'hui. Et vous les connaissez. on va conclure Voilà. cette première partie. Ils donnent des Didier. cauchemars aux gens. Comment parler de zone de libre-échange, ZLCAF, de passeport unique africain, si la libre circulation des personnes se heurte à des lynchages populaires et à des barrières douanières? Le projet panafricaniste, là, est-ce qu'il est viable au vu de ces éléments que nous mettons à la face du monde? Oui, mais vous savez que le projet panafricaniste, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et ce n'est pas un hasard si vous constatez que tous les grands leaders qui ont parlé du panafricanisme sur le terrain ont été victimes aussi du lynchage. Et qu'aujourd'hui, ceux qui parlent, nos dirigeants, les valeureux dirigeants de l'AES qui parlent aujourd'hui encore de panafricanisme, vous avez vu toutes les pressions qu'on exerce sur eux. C'est simplement parce qu'il y a des gens dont l'intérêt est que l'Afrique soit vraiment fragmentée et désunie. Il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt que l'Afrique soit unie, que les Africains parlent d'une seule voix et que le noble projet des États-Unis de l'Afrique soit vraiment une réalité. Donc, il y a des gens qui travaillent de manière insidieuse pour ça et qui, tous les jours, élaborent des techniques et des structures, des politiques pour diviser donc les Africains et leur permettre de se lancer tout simplement dans des querelles inutiles. Il y a ça, mais en même temps, puisque vous parlez d'une zone de libre-échange, vous voyez bien qu'avant même de parler de la zone de libre-échange, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire d'abord pour faire un bon soubassement de manière à ce que les biens et les personnes puissent vraiment bien circuler sur le continent africain. Visiblement, l'Institut de Son Excellence a du pain sur la planche IPN. On va revenir sur le débat dans la seconde partie, mais là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs de studio. À tout de suite.